Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Ici Ève Baudin au micro du détecteur de rumeurs, le balado. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio Olivier Bernard. Merci d'avoir accepté mon invitation, Olivier. Non, merci. C'est tout le plaisir est pour moi. Maintenant, j'ai appris que tu acceptes pas mal toutes les invitations en balado. Je me sens un peu moins choyée. J'adore les balados. Là. Je suis un fan fini, donc je l'admets. Là. C'est vrai, moi aussi, j'aime beaucoup ça. Olivier, ça fait 10 ans que tu déboulonnes des mythes en santé, que tu t'attaques aux pseudosciences, que tu fais de la vulgarisation scientifique sous le pseudonyme du pharmacien. Puis encore aujourd'hui, c'est une avenue qu'il y a très peu de scientifiques qui prennent. Mais à l'époque, c'était encore plus vrai, je pense. Qu'est-ce qui t'a penché? Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi? En fait, il y a beaucoup de choses, mais moi, à l'époque, j'étais pharmacien. Je suis encore pharmacien, mais je faisais de la pharmacie clinique comme n'importe quel pharmacien. Puis j'avais vraiment remarqué sur le terrain, là, la quantité de fausses croyances qui existaient déjà à l'époque, là, en 2012. Puis même dans le temps, les réseaux sociaux, c'était pas super présent. Ça fait, mettons, Facebook, ça existait depuis peut-être 3, 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça. Mais déjà à l'époque, il y avait beaucoup de fausses croyances très résistantes qui restaient dans le temps. Des idées reçues, des recettes de grand-mère, des choses comme ça. Exact. La personne qui vient puis qui dit je prends de la vitamine C pour mon rhume, des choses comme ça. Fait que, tu sais, je sentais qu'il y avait quelque chose je me demandais si je pourrais être plus efficace qu'une personne à la fois. Okay. Et j'ai eu envie de l'essayer à plus large échelle en faisant un blog. Un blog. Qui était un bon concept dans le temps d'avoir un blog. Là. C'était très cool. Oui, c'était comme vraiment in quand même. Très in. Là. Ouais, quand t'avais un blog, t'étais spécial. Et est-ce que tout de suite, tu t'es mis à faire des bandes dessinées? Ça a été ça, ta première réaction, ça a été de faire de la bande dessinée? Non, j'ai commencé par faire du vidéo au départ. La première chose que j'ai publiée, c'était une vidéo sur l'homéopathie. Puis je me suis rendu compte que ça demandait énormément de travail. Puis je faisais tout moi-même. Là, j'avais mes caméras, je m'étais acheté de l'équipement, je faisais mon montage, je faisais mes effets spéciaux même un petit peu, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, que ça prend du temps. Ouais. Fait qu'à un moment donné, je me suis essayé à dessiner, puis là, j'ai aimé ça, puis j'ai continué à faire plus de la BD ensuite, là, vu qu'il y avait une bonne réception pour ça aussi. Puis est-ce que tu voyais tout de suite un avantage à créer un personnage, à utiliser l'humour dans ta communication? Oui, totalement. En fait, moi, même avant de faire le pharmacien, là, j'avais vraiment développé un grand intérêt pour comment influencer les gens positivement, comment convaincre. Parce que dans ma pratique de pharmacien, là, on est des influenceurs, les professionnels de la santé. Hein. On a des gens face à nous, on veut leur faire changer certains comportements, que ce soit des habitudes de vie ou prendre une médication qu'ils veulent pas vraiment prendre. Donc, moi, je m'étais déjà intéressé à ce sujet-là. Puis quand je suis arrivé avec le pharmacien, j'ai voulu intégrer certains de ces concepts-là, c'est-à-dire en y allant avec justement, mais comment est-ce que je pourrais essayer de rejoindre les gens un peu différemment? Qu'est-ce qui fait réagir? Qu'est-ce qui fait que les gens changent d'idée? Fait que je voulais utiliser beaucoup l'humour, je voulais utiliser les émotions, je voulais utiliser aussi des témoignages personnels. Donc, beaucoup de mes BD partent d'anecdotes que j'ai vécues, que j'utilise comme un véhicule pour aller amener de l'information factuelle. Fait que ça a toujours été ça le fil conducteur là, du pharmacien, je pense. Mais ça aurait pu aussi être à double tranchant. D'ailleurs, on t'a aussi reproché ton ton un peu incisif, baveux. Là. C'était qui ton public cible au départ? J'en avais pas, en fait. Moi, je suis vraiment autodidacte. J'ai jamais fait de cours là-dedans. J'ai commencé en essayant de faire quelque chose qui, moi, me rejoindrait. Ça a tout le temps été ça. Je me suis dit, je vais essayer de faire du contenu que moi, je lirais puis que je trouverais intéressant, que je trouverais drôle. J'ai utilisé de l'humour qui me faisait rire, l'humour des Simpsons, entre autres. Donc, moi, c'est vraiment ça que j'ai intégré à l'intérieur de ce que j'ai fait. Puis ça a vraiment super bien fonctionné. Rapidement? Très rapidement. Là, après quelques mois, j'avais plusieurs milliers de gens qui me suivaient. C'était une autre époque aussi au niveau des réseaux sociaux. Là, mais tu sais, ça a vraiment... Organiquement, ça a levé vraiment, vraiment bien. Donc, visiblement, j'allais toucher une corde sensible. Puis aussi, je pense que c'était rare d'entendre des scientifiques, puis encore moins des professionnels de la santé qui avaient un discours peut-être un peu moins formel. Tu sais, on est habitué à des discours un peu formatés, des gens très sérieux, puis tout ça. Puis là, moi, j'arrivais où j'étirais un peu l'élastique de ce qu'on est habitué d'entendre. Fait que je pense que c'est ça qui a rejoint les gens. Fait qu'en même temps, rétrospectivement, je peux rien regretter de ce que j'ai fait parce que je pense que c'est ça qui a fait que ça a fonctionné au départ. Donc, de créer un personnage, ça t'a davantage servi que nui, là? Définitivement. Puis en fait, tu sais, en vérité, c'était pas vraiment un personnage parce qu'en fait, c'était une partie de moi-même, mais que je suis juste allé puiser peut-être, tu sais, comme je donne un exemple, tu sais, l'humour
l'humour sarcastique puis tout ça. Moi, c'est de l'humour qui me plaît puis qui me rejoint. Ceci étant dit, je suis pas comme ça dans la vie. Tu sais, je suis pas... Bon? Non, moi, je suis pas quelqu'un de baveux, pas en tout. Là. Je suis comme une personne super douce, puis en tout cas, de ce que les gens me disent, de ce que ma blonde en dit. Fait que, mais c'est quand même quelque chose qui me plaît. Fait que, tu sais, je pense que c'était authentique. Mais après, des fois, les gens me rencontrent et font « Ah ouais, je pensais que tu serais plus incisif que ça. » Je suis comme « Dans la vie, pas tant. » Mais c'est pour ça que je dis que c'est quand même une création, un personnage, dans le sens que des fois, ça nous permet d'aller justement un peu plus loin. Ça nous pousse d'avoir une espèce de personnage, de faire du dessin, hein, etc. Donc, oui, ça m'a aidé à sortir un peu de mon rôle de pharmacien avec un background scientifique, tu sais, plus... je me suis donné des libertés, puis je pense que ça a été payant. En termes d'aller rejoindre un public assez large, là. Ça, c'est sûr. Comment tu choisis tes sujets? C'est quoi qui t'a fait trancher? Parce qu'au début, tu dis, je travaillais en pharmacie, j'entendais des choses tous les jours. Mais qu'est-ce qui te faisait choisir entre le sujet A ou B? Et maintenant, est-ce que ça a changé? Oui. Ben, je pense que dès le départ, vraiment, là, quelque chose qui est commun, pour moi, c'est les mythes en santé ou des sujets où il y a des croyances qui m'apparaissent à être incorrectes ou fausses. Donc, tu sais, des sujets sensibles, moi, c'est sûr que c'est les sujets qui m'allument. Les sujets où la population est un peu divisée là-dessus. Là, tu sais, moi, il y a quelque chose là-dedans qui vient me titiller, qui vient me chercher. T'as pas peur de la controverse? Ben... Maintenant, oui, mais au départ, non. Au départ, là, moi, je suis rentré là-dedans avec je vais dire une candeur, mais qui est presque... En fait, c'est de la naïveté. Là. Moi, j'ai commencé à faire de la vulgarisation en me disant « Hey, je vais m'attaquer à des sujets, là, que, tu sais, des produits naturels, des diètes populaires, tu sais, des choses qui sont très, très ancrées dans la population, puis je vais oser donner la version... très pragmatique, très scientifique, factuel. Puis je le savais que ça allait déranger certaines personnes. Ça, je me suis jamais raconté d'histoire par rapport à ça. Je le savais. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, en tout cas, disons qu'à travers 10 ans, quand même, tu as une réflexion par rapport à ça aussi. Là. Il y a une évolution, certainement. Est-ce que dans tes choix de sujets, est-ce que des fois, c'était par rapport aux impacts que ça peut avoir sur la santé des gens? Tu disais, bien ça, c'est préoccupant, ce traitement-là, cette bidon-là, ce médicament-là, ce supplément-là, te semble avoir des méfaits sur la santé. Puis en tant que pharmacien, tu disais, ben non, là, ça, il faut le faire. Ah, absolument. Ben oui, c'est sûr. Parce que moi, un de mes objectifs, là, tu sais, une liste de sujets, c'est facile. Là, j'en ai une, là, que j'ai un document Word que la date là, de création, c'est 2012, puis j'ai encore le même document, puis ça a 25 pages. Là, ça finira jamais. Il y en a des sujets, puis toi, c'est pareil, je suis sûr. Là. C'est pas les sujets qui manquent, mais moi, un critère absolu, c'est qu'il faut que ça soit pratico-pratique. Donc, moi, je veux qu'à la fin si je fais une BD ou un épisode à la télé ou peu importe ce que je fais, là, je veux qu'à la fin, les gens puissent prendre ça puis l'appliquer de manière pratico-pratique dans leur vie. quelque chose de concret. Oui, donc forcément, pour moi, il faut qu'un des critères, ça soit que je vois un dommage sur la société de cette croyance-là. T'sais. Parce que les gens peuvent croire à ce qu'ils veulent. Moi, on a le droit de croire à ce qu'on veut, mais quand il y a une croyance qui mène à un dommage, qui peut être un dommage sur la santé, qui peut être un dommage financier, qui peut être un dommage psychologique, je veux dire, moi, c'est un critère absolu pour les sujets que je choisis. C'est à ça que tu veux t'adresser, là, ces sujets-là qui sont importants. Ben moi, je veux avoir un impact. Ma paye, là, mon salaire, dans un sens, c'est je veux changer des comportements ou des perceptions quand je pense que ça nuit à des personnes ou à la santé publique. C'est ça mon but ultime. Puis ça a l'air probablement... En fait, c'est idéaliste, puis c'est même utopique jusqu'à un certain point d'être comme ça, mais on dirait que moi, ça a toujours été un peu ma façon de fonctionner. Puis j'imagine que tu as plein de témoignages dans ce sens-là aussi. Depuis 10 ans que tu fais ça, il y a des gens, il y a certainement des gens qui sont revenus vers toi pour te dire, ben écoute, quand j'ai regardé ce segment-là à la télé, etc., j'ai changé d'idée. Ah, constamment. Constamment, bon. Puis c'est la seule façon de juger de l'impact de ce que je fais parce que je fais pas de la recherche quantitative. Je pourrais pas tester. Je fais 2 versions de ma BD A, B, puis là, je teste, puis je mesure. Je peux pas faire ça, comme des chercheurs et des chercheuses font en académique. Donc, moi, je me base sur le feedback que je reçois. Fait que, je pense à des gens qui m'ont écrit au fil des années. Quelqu'un qui m'avait écrit en me disant « Ma mère voulait pas faire une chimiothérapie. Elle a décidé d'en faire une après avoir vu ta BD là-dessus. » Des gens qui ont...
une jeune, à un moment donné, une jeune fille qui a décidé de se faire vacciner, même si ses parents voulaient pas, dès qu'elle a eu l'âge, parce qu'elle avait vu mes contenus là-dessus, tu sais. Fait que ça, j'en reçois beaucoup de feedback comme ça. Quelqu'un qui m'avait dit qu'il avait mis son extracteur à jus aux poubelles après m'avoir entendu là-dessus. Des fois, c'est drôle, mais honnêtement, si c'était pas de ça, c'est vraiment l'élément qui me motive le plus. Là. Absolument. Puis tu as une relation quand même assez proche avec le public, là, aussi. Ça, on le sent. Ouais. J'aimerais aussi savoir est-ce que tu touches à des sujets à l'extérieur du domaine de la santé? Parce que toi, dans le fond, ta formation, elle est dans le domaine de la santé. Ouais. Est-ce que des fois, tu touches à des sujets qui ne touchent pas du tout la santé? Ça arrive. C'est sûr que moi, c'est la santé à la base qui m'intéresse par ma formation. Mais en même temps, c'est sûr que j'ai tout le temps été... tout le temps... Moi, je mange là, de la vulgarisation scientifique, là, j'en dévore. Je passe mon année à lire des livres de vulgarisation scientifique. C'est une passion au-delà de mon travail. Donc, je pense que la science, en général, ça m'intéresse. Fait que, c'est déjà arrivé que j'ai parlé de sujets qui n'étaient pas en lien avec la santé. J'ai déjà parlé des changements climatiques. J'ai déjà fait une BD sur l'astrologie qui demeure à ce jour une de mes BD préférées que j'ai faites, tu sais. Puis, je vais tout le temps... je vais aussi chercher des experts, des expertes dans ces sujets-là pour m'aider, évidemment, parce que mon champ de compétences n'est pas toujours aussi vaste que ça. Là. Mais j'aimerais ça justement savoir comment tu travailles au niveau de ta vérification des faits. Parce que quand on déboulonne des mythes, c'est très particulier. C'est ça qui est très différent de la vulgarisation scientifique. Quand on vulgarise, on fait juste donc parler d'un sujet, le découper en petits morceaux, le rendre plus digeste. Mais quand on fait de la vérification des faits, on part du mythe. On l'explore, on regarde c'est quoi l'argumentaire qui est proposé, puis après, on va le décortiquer, puis on va aller vérifier, bon, est-ce que tel élément est vrai, tel élément est faux, on départage le vrai du faux. Toi, comment tu fais ça? Combien de temps ça te prend? OK, bien, premièrement, la partie recherche, c'est toujours la partie qui prend le plus de temps, tu sais. Ça, c'est définitif. Tu sais, en ce moment, je suis en train de travailler sur un article, ça fait des mois que je travaille dessus, là, puis il n'est pas proche d'être prêt, là, tu sais. Ça, c'est méconnu, hein? C'est très, très, très chronophage, là, de faire ce travail-là. Ben oui, puis, tu sais, c'est de la recherche, puis après, c'est que tu penses que tu as terminé, tu te relis, puis tu fais... Moi, il y a une autre étape aussi après où je suis comme... C'est pas clair encore à mon goût, il manque tel élément, ou... Fait qu'il y a beaucoup d'écriture, de réécriture, de retourner dans certaines sources, etc. Moi, quand j'ai fini mon bac en pharmacie, je suis embarqué dans des études graduées. Fait que j'ai fait une maîtrise, dans le fond, en recherche fondamentale. J'ai commencé un doctorat que j'ai pas terminé, mais pendant ces années-là, ce que je faisais, là, la plupart du temps, c'était de l'analyse critique de la littérature scientifique. Puis ma directrice de recherche à l'époque était extraordinaire parce qu'elle nous confiait ce qu'on appelle le processus de revue par les pairs. Là. C'est-à-dire qu'elle, c'était une experte, elle recevait des papiers scientifiques écrits par des chercheurs de partout à travers le monde. Puis elle nous les donnait aux étudiants en disant « Faites-le de votre côté, puis après, on en discute ». Donc, moi, aujourd'hui, là, je continue à faire exactement ce qu'elle m'a enseigné, cette chercheuse-là, qui est de prendre des études, d'analyser la méthodologie, de me demander c'est quoi les failles, c'est quoi les biais, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion, qui a du sens, qui n'a pas de sens. Puis ça, là, c'est moi-même, là, que je fais ça depuis toujours, je considère que je suis pas particulièrement bon. C'est quelque chose qu'il faut développer sur une vie complète. Donc, c'est difficile. C'est de plus en plus difficile aussi parce que la littérature scientifique est de plus en plus polluée par des études de faible qualité, des études publiées dans des journaux qui sont pas vraiment crédibles. Donc, pour une personne du grand public, là, d'essayer de s'embarquer dans une revue de littérature comme ça, c'est hasardeux. Là. Oui, puis c'est d'autant plus important, en fait, pour les communicateurs scientifiques comme toi, là, de justement expliquer au grand public les différentes formes, les différents types d'études, leur fiabilité là, sur l'échelle des différentes études. On sait, par exemple, que les études qui sont faites sur des animaux, là, on peut pas extrapoler les résultats chez des humains. Oui, c'est un super bon exemple. C'est super important de faire ça, de parler des types d'études, est-ce qu'il y a un groupe test, etc., etc. Puis ça, toi, tu le fais aussi dans ton travail. Une forme de littératie scientifique. Là. Ah, totalement. Puis un bémol à ça en même temps, c'est que moi, je veux pas enseigner aux gens comment analyser de la littérature scientifique parce qu'encore une fois, même pour des gens qui sont dans le domaine et qui font ça à tous les jours, c'est difficile. Oui, bien sûr. Donc, moi, je trouve ça plus utile d'aller aider les gens à différencier qu'est-ce qui est une bonne source de qu'est-ce qui est une moins bonne source, tu sais, qu'on appelle de la littératie médiatique dans un sens, tu sais. Donc, d'être capable de voir des signes que la source que je suis en train de lire, que ce soit un blog ou une émission ou peu importe, que là, il y a peut-être des signaux là-dedans que c'est pas
que c'est pas fiable. Puis des fois, c'est des choses de base, tu sais, du genre, tu lis un article, qui est l'auteur ou l'autrice? Oui. Qui a écrit ça? Des fois, c'est même pas écrit. Là. Des fois, là, tu lis un article sur le web qui dit que le curcuma guérit le cancer. Il n'y a même pas d'auteur. Ou selon une étude, bon, c'est pas quelle étude, elle n'est pas citée, pas référencée, etc. Exact. Fait que ça, il y a vraiment des choses de base que 100% de la population peut faire. Ouais, rapidement. Très rapidement. Ouais. Donc, oui, c'est sûr que c'est une partie intégrante de ce que je fais parce que, ultimement, moi, là, je pourrais passer ma vie à déboulonner des mythes. Ça servira à rien si, en bout de ligne, je peux pas outiller les gens à faire une partie du travail par eux-mêmes quand toi puis moi, on n'est pas là. T'sais. Exactement, parce qu'il y en a trop. Puis une autre chose qui est décourageante, c'est le fait que la désinformation, elle circule rapidement, plus vite. Elle occupe davantage d'espace médiatique, en tout cas sur les réseaux sociaux, en tout cas plus facilement qu'avant. C'est la loi de Brandolini, là, tu sais, aussi, c'est que nous, ce qu'on fait, ça demande infiniment plus de temps que inventer quelque chose, mettre ça sur le web. Des fois, ça décourage pas, ça, un peu? Ben, en fait, est-ce que ça me décourage? Ça aurait découragé le moi de, disons, pré-2016, dans un sens où je pense qu'à l'époque, j'avais encore une vision justement un peu idéaliste du genre « Ah, là, je vais faire du déboulonnage de mythes, puis là, après, là, les gens vont comme lire « Ah, ça, c'est pas vrai, cette chose-là, donc je vais arrêter de croire à ça. » Aujourd'hui, je me suis un peu départi de ça. Je me suis aussi départi de l'idée que la désinformation va disparaître. Là. Tu sais, moi, j'ai cru, comme probablement beaucoup de gens à une certaine époque, qu'on allait gagner le combat contre la désinformation, mais c'est illusoire, puis aujourd'hui, on le sait, parce qu'aujourd'hui, la désinformation, c'est une industrie. Il y a des compagnies qui font des profits avec la désinformation. Fait qu'aujourd'hui, les groupes qui propagent de la fausse information, c'est des groupes qui sont souvent bien organisés, bien structurés, qui ont des plans très précis, qui sont financés aussi. Comment est-ce que moi, comme vulgarisateur, ou toi, comment est-ce qu'on pourrait lutter contre ça? Nous, on fait ça par passion avant tout. Eux, ils font ça parce que c'est une business. C'est une business. Ça va pas arrêter la désinformation. Là. Fait que je pense qu'il faut accepter ça pour être capable de survivre dans le milieu. Là. Oui, effectivement. Puis c'est aussi quelque chose qui est méconnu, qu'on peut faire de l'argent avec de la désinformation. Énormément d'argent. Et c'est facile à produire. Donc, très facile. Oui. Non, entre autres, par exemple, justement avec la publicité sur les sites de désinformation. Donc, ces sites-là peuvent faire de l'argent. On peut vendre des suppléments aussi, différentes choses. Donc, il y en a de l'argent à faire avec la désinformation, beaucoup. Est-ce que tu t'es beaucoup intéressé au rôle que jouent justement les réseaux sociaux dans la propagation de la désinformation sur la santé? C'est quand même tout un champ d'études super intéressant, ça. C'est extrêmement intéressant, vraiment. Puis moi-même, en fait, tu sais, quand j'ai parti mon site web, il a fallu que je comprenne les réseaux sociaux parce que j'avais aucun moyen de le faire connaître. Donc, il a fallu que je comprenne, OK, comment ça fonctionne l'algorithme Facebook? Qu'est-ce qui fait que mon article est partagé ou pas partagé? Ou qu'est-ce qui fait que j'ai un bon référencement ou sur Google ou pas? Ou etc. Qu'est-ce qui fait qu'un mot-clé fait réagir? Tu sais, il a fallu que je comprenne ces concepts-là juste pour que mon site fonctionne. Des choses qu'aujourd'hui, j'y porte plus tant attention, mais qu'à l'époque, c'était crucial. Mais en comprenant ça, j'ai aussi compris comment les gens qui veulent propager de la fausse information procèdent, pas nécessairement de façon volontaire, mais les réseaux sociaux jouent un rôle absolument crucial dans, finalement, la propagation de la fausse information. Puis on le sait, c'est pas juste mon opinion, là, je veux dire... Non, ça voyage plus vite, plus loin, plus rapidement, là. Sur les fausses nouvelles voyagent plus vite que les vraies nouvelles. C'est ça qui est décourageant. Oui, exact. Puis il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de toutes les théories, toutes les idées qui, finalement... font réagir les gens négativement, qui fâchent le monde, qui crée de l'indignation, qui crée de la colère, des choses comme ça. On le sait, ça génère de l'engagement, ça fait que les gens commentent beaucoup, like, partagent, etc. Et c'est ça le modèle qui fait rouler les réseaux sociaux. C'est pas pour rien que YouTube a été blâmé pour faire encourager les gens à écouter des vidéos sur des théories de conspiration, par exemple. Absolument. Donc, ça, je pense qu'il y a définitivement des choses qui doivent être faites à ce niveau-là, au niveau carrément gouvernemental. Il faut qu'il y ait une réglementation plus sévère. Je pense aussi qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là, mais aussi éduquer peut-être le public au fait que quand on voit une publication qui nous fâche, qui nous indigne,
qui confirme aussi ce qu'on pense, parce qu'il y a le rôle aussi des biais de confirmation, comme des biais comme le biais de confirmation. Ouais. On a tendance à davantage croire quelque chose qui confirme ce qu'on croit déjà. L'effet de halo, évidemment, ça joue pas beaucoup. Hein. C'est une célébrité comme Gwyneth Paltrow parle d'un produit. Ben, il y a plus de chances que ça marche que si c'est quelqu'un dans son sous-sol qui en parle avec sa petite chaîne YouTube aussi. Donc ça, c'est des choses qui s'expliquent puis qui peuvent un petit peu éveiller l'esprit critique du public, là, de dire attention, là, si je suis fâchée ou si quelque chose me contredit ce que je pense, ben ça veut pas dire que c'est faux non plus. Oui, absolument. Donc, est-ce que ça, tu es rentré dans cette état-là un peu? Oui, définitivement. Puis en fait, pour moi, il y a eu un moment charnière là, à la fin 2016. J'étais allé à l'émission Tout le monde en parle dans le temps, puis ça a été la première fois où j'ai été exposé à tout un public qui ne me connaissait pas. Parce qu'avant les premières années, les 3-4 premières années, je m'adressais à des gens qui connaissaient ce que je faisais, puis qui aimaient ça, puis tout ça. Mais là, la journée où j'ai été exposé à tout un public qui ne connaissait pas ce que je faisais, là, le niveau de réaction a été vraiment, là, je suis passé, là, du jour au lendemain, c'était 50 fois plus élevé. Là. Donc, des gens pas contents, là, il y en avait beaucoup plus. Puis j'ai vraiment fait un constat d'échec, c'est-à-dire que je me suis dit, OK, de dire à une personne, voici, ça c'est faux, cette croyance-là que tu as, voici la bonne information. Désolé, mais ça fonctionne pas. Là. Ça va fonctionner avec des gens qui sont déjà convaincus que la science, c'est un bon principe philosophique dans la vie, mais il y a plein de gens dans la vie que c'est pas comme ça qu'ils réfléchissent. Fait que moi, c'est vraiment là que j'ai commencé à m'intéresser à comment les gens bâtissent leurs croyances, comment les gens évaluent l'information, qu'est-ce qui fait qu'une croyance résiste à, tu te fais dire, voici le consensus scientifique, puis la personne fait non, je ne vais pas croire à ça malgré, tu sais. Fait qu'à partir de 2017, j'ai vraiment commencé à vraiment beaucoup plus adapter ce que je faisais en fonction de tout le bagage de connaissances qu'on a sur le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement de la prise de décision, d'adoption de croyances. C'est quelque chose qui est devenu presque une obsession pour moi, en fait, à ce moment-là. Pourrais-tu me donner un exemple de sujet que tu traites différemment, que tu aurais fait différemment peut-être il y a une dizaine d'années, puis que maintenant, sachant tout ça, est-ce que tu mets des gants blancs? Qu'est-ce que tu fais différemment, justement, pour t'adapter à tout ça? Bien, j'ai un exemple précis, en fait, que je peux donner. Puis c'est un exemple qui est parlant parce que c'est, par exemple, les vaccins. J'ai publié ma première BD sur les vaccins en 2013. Donc, je venais de commencer à faire de la vulgarisation. Ça faisait 1 an. Donc, je publie une BD qui s'appelle 5 fausses vérités sur les vaccins, quelque chose comme ça, avec mon style là, classique du départ, donc un peu, tu sais, incisif, un peu baveux, etc. Et des années plus tard, là, je me souviens plus, je pense que c'était en 2020, en fait, au début de la pandémie, j'ai mis cette BD-là à jour et j'ai changé énormément de choses dedans parce que à ce stade-là, après 7 ans, j'avais compris plein d'affaires du genre que tu peux pas rentrer tout le temps dans le monde pour leur dire, regarde, c'est ça la vérité, accepte-la. Il faut être capable de... Il y a plein de choses qu'il faut faire. Il faut être capable de démontrer de l'empathie, premièrement pour les gens qui ont certaines fausses croyances, de dire, hey, tu sais quoi, en ce moment, là, ce sujet-là, je comprends que ça vous inquiète. Puis c'est normal d'être inquiet, tu sais. Puis je vous comprends. Il faut que tu sois capable aussi de démontrer une ouverture sur certaines affaires du genre, de dire, hey, cette croyance-là que vous avez, c'est pas complètement fou. Il y a quelque chose de vrai là-dedans puis qui est important. Donc d'admettre des choses. Donc, il y a plein de petites choses comme ça. Donc, tu sais, j'ai fait j'ai revampé complètement presque complètement la BD que j'avais fait parce que je me disais, ah, tu vois, ça, à mon avis, c'est plus efficace de le prendre de cette façon-là. Puis, c'est drôle parce que dans le feedback que j'ai reçu, j'ai eu autant des gens qui étaient super contents de ça, puis j'ai eu autant des gens qui me disaient, ah non, là, c'est plate maintenant, le contenu est comme édulcoré. Mais honnêtement, je suis content maintenant de le faire comme ça parce que moi, je veux pas m'adresser à des gens déjà convaincus de ce que j'ai à leur dire. Parce que comme je disais tantôt, mon but dans la vie, là, avec ce que je fais, c'est d'avoir un impact sur les gens que je pense qu'ils en ont besoin. Fait que si je fais juste m'adresser à du monde qui sont convaincus que c'est bon, les vaccins, là, ça sert à quoi ce que je fais? Effectivement. Puis des fois, on met tout le monde dans le même panier. On va dire, ceux qui refusent la vaccination, avec ton exemple de la vaccination, mais il y a aussi des gens qui hésitent. Et ces gens-là, on peut les rejoindre justement en étant à l'écoute de leurs craintes, parce qu'il y a des craintes qui sont légitimes. C'est sûr que si on voit sur YouTube une vidéo qui dit que les vaccins causent l'autisme ou que les vaccins causent toutes sortes de choses,
c'est normal que ça puisse faire peur à des parents, à des jeunes, à des personnes âgées, etc. Donc, je pense que je comprends dans ce que tu dis que tu te mets un peu à l'écoute du public, là. Mm-hmm. Si tu perçois qu'ils ont des craintes, ben tu vas essayer de répondre à leurs craintes en leur donnant de l'information, entre autres. Oui, en donnant de l'information, puis aussi, ben, tu sais, en essayant vraiment de comprendre, moi aussi, c'est quelque chose que j'essaie de faire, c'est de comprendre d'où vient cette croyance-là, tu sais. Comme pourquoi, tu sais, on l'a vu là, pendant la pandémie, il y a eu toutes sortes d'idées qui circulaient là, par rapport à la vaccination, que ce soit, il y a des cellules de fœtus avortés dans les vaccins, des choses comme ça, tu sais. Fait que, tu sais, on peut écrire un article sur non, c'est faux qu'il y a des cellules de fœtus avortés, mais c'est quoi la croyance sous-jacente en dessous de ça? C'est quoi la croyance sous-jacente? La personne, en réalité, c'est pas ça qui la préoccupe parce que tu vas la convaincre de ça, puis elle va switcher vers une autre affaire, vers une autre croyance qui est tout aussi fausse, tu sais. Donc, de revenir un peu plus à qu'est-ce qui fait que la personne croit ça, tu sais, de comprendre, OK, la peur des vaccins, c'est quoi à la base, tu sais. Puis le contenu anti-vaccin, là, sur Internet, il opère comment? Il opère avec des émotions. Il opère avec la peur. Il opère avec en exploitant des craintes légitimes, souvent chez des parents. Tu sais, fait que moi, de revenir à ça, on dirait que ça m'a fait complètement changer mon approche de vulgarisation. Maintenant, je m'y prends plus du tout de la même façon. Puis encore là, c'est la même chose comme pharmacien, tu sais. C'est comme, quand des gens m'arrivent avec des fausses croyances à la pharmacie, maintenant, je suis comme, c'est quoi la croyance sous-jacente? La personne, elle prend pas son médicament, mais faut-tu que j'y donne des ordres? Faut-tu que je la chicane ou est-ce qu'il faut que je me demande, oui, mais c'est quoi la raison en dessous de ça, tu sais? Moi, pour moi, ça a tout changé. Oui. Tu t'as fait à quelques reprises référence au fait que le mouvement anti-science là, est très organisé. Est-ce que tu trouves qu'il y a assez de gens qui font un travail de vulgarisation comme toi, de scientifiques qui s'impliquent? Parce que ton expérience, par exemple, avec la vitamine C, là, la fameuse pétition de vitamine C, donc qui circulait, je sais pas si tu veux résumer, peut-être que pour ceux qui connaissent pas très bien cette histoire-là, mais tu avais eu beaucoup de menaces suite à ça. Est-ce que ça a découragé les gens? Est-ce que tu sens que les scientifiques sont encore craintifs de se lancer dans l'arène puis d'aller faire de la communication scientifique? Ben oui, puis d'ailleurs, tu sais, moi, j'ai mon émission à la télé, Les Aventures du pharmacien, qui a duré 6 ans. Ça m'est arrivé... En fait, plus ça avançait dans les années, plus j'avais des scientifiques, parce que moi, je contactais des experts, j'avais tout le temps 2 à 3 expertes, spécialistes à chaque épisode pour m'aider à avancer dans ma quête, puis plus les saisons avançaient, plus j'avais des refus. Puis ils me disaient... Ah oui? Oui, puis les scientifiques me disaient toujours, « Hey, j'aime ton émission, c'est super, ça me ferait super plaisir de participer. J'ai peur pour ma sécurité de participer à ton émission. » Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, écoute, la dernière fois que j'ai parlé de ce sujet-là publiquement, il y a un de mes collègues qui s'est fait crever les pneus de sa voiture. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, si je parle de ça à ton émission, il y a des chances que des gens fassent des pressions pour m'enlever mon financement à l'université. Donc, moi, je l'ai senti, le vent de changement. Donc, je pourrais jamais blâmer les scientifiques puis les professionnels de la santé d'être hésitants à parler, parce que moi-même, je l'ai vécu, là, quand les gens se revirent contre toi, tu passes des moments vraiment difficiles. Suite à la vitamine C, toujours, tu avais eu pas mal de menaces de mort, même, je pense. Hein? Oui, ça, c'était le pire moment, disons, mais honnêtement, à un moment donné, je montrais à ma blonde, j'avais une discussion avec elle, elle me disait « Hey, Olivier, toi, parce qu'elle avait une de ses amies qui avait reçu beaucoup de menaces. Elle dit, toi, t'en reçois-tu des menaces? Des fois, je suis comme, toutes les semaines. Puis là, j'y ai montré juste ma boîte de spam dans Facebook, là, que c'est juste des menaces, là, comme constantes. Puis elle m'a dit, comment tu fais pour vivre avec ça? Puis j'ai fait, je les lis pas. Tu sais, honnêtement, moi, je pense pas que personne... Tu sais, les gens qui disent, moi, je suis pas affecté par ça. Là. Moi, j'ai de la misère à croire à ça. Là. Non, c'est très difficile à vivre. Donc, je pense que... Est-ce que ça prend plus de scientifiques qui s'impliquent sur la place publique? Je sais pas si ça en prend plus. Je pense que ce que ça prend, c'est du soutien. Oui. Comme moi... Parce que toi, t'en as eu du soutien. Oui. Puis honnêtement, je me considère vraiment chanceux puis privilégié. Tu sais, quand il y a eu l'histoire de la vitamine C, j'ai eu du soutien de plein de gens, du scientifique en chef du Québec. J'ai eu du soutien de mon ordre professionnel, d'associations médicales, d'oncologues. Tu sais. J'ai vraiment ressenti le soutien. Puis j'ose croire que à cause de cet épisode-là et d'autres épisodes similaires, on en a vu quelques-uns dans les dernières années, on est conscient maintenant que les gens qui prennent la parole ont besoin d'être appuyés, puis d'être soutenus, puis de se faire dire « Hey, si c'est difficile, sache qu'on est là pour t'aider. » Ça, pour moi, c'est ça qui est plus important que d'en mettre davantage. Parce que si tu mets plein de scientifiques sur les réseaux sociaux, puis qui font tous des burn-out,
t'es pas plus avancé, tu sais. Oui, en effet. Puis en fait, toi, ton message là, sur cette fameuse pétition là, pour les injections de vitamine C, ça disait que ça soulageait les gens qui ont le cancer. Puis tout ce que tu disais, finalement, c'est que ça n'avait pas été prouvé scientifiquement, si je me souviens bien. En gros. En gros, c'était ça, tu sais. Puis encore là, des fois, je pense que... Puis je sais pas si toi, tu le vis aussi des fois, mais des fois, moi, il y a des... L'affaire de la vitamine C, en fait, c'est spécial parce que moi, j'ai jamais pensé que ça ferait une controverse. Là. J'ai jamais pensé ça. Il y a des sujets dont j'ai parlé que j'étais sûr à 100% que ça allait faire une controverse et ça ne l'a pas fait. Puis de temps en temps, c'est un sujet complètement aléatoire que là, les gens sont fâchés. Je pense que des fois, on a une certaine naïveté encore là en se disant comme, ben moi, je vais juste dire qu'il n'y a pas de preuves. Pourquoi ça fâcherait les gens de dire il n'y a pas de preuves? Ben c'est ça. Mais... Ça a touché un point sensible. Il y avait quand même 120 000 signatures aussi. C'est peut-être ça qui a joué. Il y a peut-être ça. Il y a peut-être d'autres phénomènes. Donc moi, c'est toujours surprenant. J'ai fait un épisode de ma série télé sur la massothérapie à un moment donné qui m'a généré énormément de haine. Là, de massothérapie? Oui, puis pour moi, c'est le sujet le plus... c'était un sujet pour moi qui me semblait pas particulièrement sensible. Non, quand même pas. Fait que je suis encore surpris après 10 ans. Oui, en effet. T'as quand même touché à pas mal de formats, là. Tu sais, autant le BD, le livre pour enfants, l'émission de télé, balado aussi, dérive qu'on peut entendre sur audio. Ton ton là-dedans, d'ailleurs, est complètement différent. Hein? Moi, je l'ai écouté, j'ai beaucoup aimé cette série-là, balado. On te sent très humble, hein, très transparent par rapport à ta démarche. T'es très délicat par rapport à ton souci de révéler des choses sur la vie de ces gens-là. Tu y vas vraiment pas avec moquerie. Tu parles de gens qui sont morts pour avoir cherché de l'aide, pour avoir fait des traitements qui étaient bidons, qui n'ont pas reçu l'aide qu'ils avaient besoin. Moi, j'ai trouvé que c'était avec très un autre ton que tu le faisais. Ben, merci. Beaucoup de doigté, vraiment. Ben merci. C'est vraiment gentil. En fait, pour moi, la façon que je fais de la vulgarisation... Parce que pour moi, Dérive, c'est de la vulgarisation. Il y en a qui me disent « Ah, c'est le fun ton balado de True Crime. » Je suis comme « Ah, merci. » Tu sais, je suis content qu'ils le voient comme ça. Pour moi, c'est de la vulgarisation scientifique, mais dans un autre modèle. Puis ça correspond plus à où je suis comme vulgarisateur, tu sais, dans le sens où, justement, tu sais... Ça fait 10 ans que je fais ça. Aujourd'hui, on dirait que ça, c'est le type de vulgarisation que j'ai envie de faire. J'ai envie de m'y prendre différemment. Puis je pense que je vais être capable d'aller chercher encore là un autre groupe de personnes. Puis je vais pas arrêter de faire en même temps ce que je fais avec le pharmacien, avec peut-être un peu moins de sarcasme, mais tu sais, je pense que c'est important aussi, puis ça, c'est peut-être un des messages que je peux donner à des gens qui ont envie de faire de la vulgarisation, qui en font déjà, c'est qu'il n'y a pas une méthode de vulgarisation qui fonctionne pour tout le monde. Tu sais, moi, les gens qui écoutent mes balados, c'est pas les mêmes qui lisent mon site web, c'est pas les mêmes qui lisent mes livres ou qui écoutent mon émission, c'est des publics qui ont un certain chevauchement, mais qui sont différents. Fait que c'est correct des fois de dire, ben garde, ça, là, pour ce public-là, c'est correct d'être comme ça, puis pour tel autre public, c'est correct d'être différent. En autant que... Moi, l'important, c'est que si mon contenu est rigoureux, après, ben le ton puis l'angle, ça, pour moi, c'est complètement flexible. Là. Je veux me garder cette liberté-là. Oui, puis je sens que tu vas continuer à explorer différents formats, différentes formules, hein, que tu vas continuer à évoluer. Tu as pas mal de talent aussi, hein? Tu réalises, t'écris, t'es auteur, tu dessines. C'est assez rare, là. T'es assez unique dans le paysage. Moi, je sais pas. Honnêtement, ben merci, t'es super fine, là. Mais, tu sais, honnêtement, je pense que je pense qu'un peu comme toi, moi, je suis... T'sais, on est des passionnés là, de ce sujet-là. Puis après... Mais tu veux pas voir mes dessins. Mais moi, mes dessins, honnêtement, au départ, mes dessins n'étaient pas beaux. Je dessinais avec PowerPoint, là. Je veux dire, mes premiers dessins, c'était pas beau. C'est juste une conséquence d'avoir dessiné longtemps. Donc, non, moi, j'aime ça pouvoir explorer plusieurs plateformes. Puis aussi, c'est motivant pour soi-même, tu sais, de pouvoir varier un petit peu les styles, les tons. À un moment donné, j'avais une tendinite dans la main, j'étais plus capable de dessiner. Fait que je me suis dit, peut-être que je peux commencer à faire des balados, tu sais. Des fois, il y a d'autres... pour ça! Des fois, il y a d'autres raisons aussi. C'est la nécessité. C'est un mélange de tout ça, là. Bon, en tout cas, j'ai très hâte de suivre les prochaines aventures du pharmacien et de lire tes contenus à l'avenir. Je te souhaite que les 10 prochaines années soient aussi intéressantes que les 10 dernières. Et puis, donc, on peut lire tes contenus sur ton site Internet. Tout est là, les liens vers tes livres et tout ça.
Ouais, vu que maintenant, mes choses sont un peu éparpillées, comme tu disais, sur plein de plateformes, là, sur lepharmacien.com, pas mal toutes mes choses, je les mets là. Tu les rapatries là, des liens pour qu'on trouve tout ça. En tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. À la réalisation, Félix Charret, à la production et à l'animation, Ève Baudin. Le balado Le Détecteur de rumeurs est produit par l'agence Science Presse.